Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et regardez, aujourd'hui dans l'Impression des critiques, je ne suis pas seul. Et déjà par magie, avant même de lancer l'enregistrement, est apparu à mes côtés l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je trouve le jour de magie encore plus fort que d'habitude parce que là, d'habitude, on s'attend à ce que tu fasses apparaître après coup. Non, là, je suis directement là et c'est encore plus incroyable. Tout le prestige est là, n'est-ce Oui, pas? Et totalement. nous nous retrouvons pour notre énième volet du journal de Mickey. Et cette fois-ci, nous revenons quasiment aux sources de son cinéma. Enfin, son deuxième long métrage sorti en salle. Alors avant, il en a fait en direct de vidéo et tout, mais 1995, donc, et oui, il y a 30 ans, il nous proposait donc le premier volet de cette trilogie de triade, on va appeler comme ça, hein, Les Affranchis de Shinjuku, ou en version originale, Shinjuku Kuroshakai, China, bah oui, China, et pour cause, Mafia Senso. Voilà. Encore une histoire de Chine et de Japon, et plus si affinité. Je pense que d'ailleurs, c'est le fil rouge des trois films qui n'ont rien à voir en tant que tels dans l'histoire, mais il y a toujours cette histoire de déracinement japonais, etc. Au casting, nous avons dans le rôle principal, je crois que pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'autres films connus par la suite, un certain Kipei Shina, qui joue le flic, on peut le dire, véreux quand même, un petit peu borderline même, hein, voilà. On reconnaîtra dans le rôle de l'antagoniste, assez brut de décoffrage aussi, un certain Tomorowo Taguchi, l'un des acteurs fétiches de Monsieur Tsukamoto, qui était le salariman, hein, il me semble, dans Tetsuo. Tetsuo dont tu as parlé récemment en plus, le 1 et le 2, chez C'est Samir. vrai. Donc finalement, voilà, on reste dans un domaine, en plus, voilà, au moment où vous voyez cette vidéo, Halloween est passé, nous on est un peu encore dedans. On reconnaîtra aussi la présence de Takeshi Caesar, voilà, Caesar, ça me rappelle un film ça. Ren Osugi, évidemment, pour sa première apparition chez Mickey, il en fera d'autres par la suite, hein, notamment Dead or Alive, je crois, et Audition, oui, Audition, il est dedans. Oui, aussi. Et Oui. le seul rôle féminin important du film est tenu par une certaine Eriyu, qu'on a plus revu presque par la suite. Bon, forcément, c'était les premiers pas de Mickey, donc il y a des acteurs aussi qui débutaient plus ou moins, et qui peut-être ont changé de carrière, surtout après avoir joué dans un film. Ils ont dû en garder quelques souvenirs. Film de Yakuza, oui, qui questionne aussi beaucoup de choses, où on va suivre, alors on va faire simple, hein, comme très souvent dans les films de Yakuza Mikesque, hein, des rivalités, films de Yakuza de toute façon, alors, plusieurs trucs, mais il y a les Yakuza japonais avec le flic véreux, notre héros qui est un petit peu avec eux, contre les griffes du dragon, je ne sais plus le nom, une sorte de Oui. triade chinoise implantée dans le quartier de Shinjuku au Japon. Un quartier qui a déjà été montré, qui sera remontré par la suite d'ailleurs dans Ichi the Killer de Takashi Miike, qui peut être une sorte de suite spirituelle si vous voulez, mais bon. Et forcément, dans ce Tokyo très sombre et urbain, tous les coups sont permis. Et ça va être d'une violence extrême. Parce que ce flic-là, il veut régler les trucs, mais de façon très dure. Il y a un premier crime avec une décapitation. On y reviendra très vite. Et en plus, bah, cet officier de police, je ne sais pas s'il est inspecteur ou quelque chose comme ça, a des problèmes familiaux et se questionne sur ses origines. Avec une mère qui ne parle même pas japonais, qui est donc d'origine chinoise taïwanaise, hein, je crois, Oui. et le père qui est un ancien chinois, un ancien japonais pardon, qui a été un peu abandonné en Chine ou en Taïwan et qui est revenu depuis, mais on sent quand même le poids. Rajouté à cela, un frangin, et oui, le flic il a un frangin qui bosse pour la triade chinoise, donc conflit familial. On retrouve déjà beaucoup de choses du cinéma de Mickey là, avec cette histoire de famille décomposée à recomposer ou qui va mal dans un Japon qui ne va pas beaucoup mieux et où ça sent le soufre, et pas que le soufre, mais on va rester soft pour l'instant. Et aussi cette incartade qui annoncera ce que Mickey fera par la suite, puisqu'on va sortir du Japon à un moment, et c'est vrai que 3 ans après, il va faire Bird People in China. Hein, donc, il y a déjà, on peut le dire, dans ce film-là, c'est presque une très bonne porte d'entrée pour le Ah cinéma de bah, Takashi Miike, j'ai envie de dire. Alors, c'est une porte d'entrée, vous la prenez dans la gueule, même, j'ai envie de dire. Mon cher Romain, alors, on avait fait Rainy Dog, hein, qui est le deuxième volet, entre guillemets, de cette trilogie, il y a quelques mois, il y a 6 mois, je crois. Et à l'époque, tu avais dit, ah, Rainy Dog, je le découvre sur le temps, je crois que j'avais vu Les Affranchis de Shinjuku. Alors, est-ce une redécouverte pour toi, ou en fait, tu ne l'avais pas vu avant? Parce que je pense que ce genre de film, on ne peut pas trop oublier. alors en fait, je pense que je l'avais vu pour le coup, parce qu'il y a des choses qui me sont revenues, mais pas tout. Donc c'est un peu curieux, je sais pas du tout, je sais pas, c'est un mystère. On va voir, peut-être que c'est le troisième que je connais, mais il y avait des trucs qui me revenaient. Il y a Hmm. deux trois séquences qui me revenaient. Alors peut-être que je l'avais refoulé très loin dans mon inconscient étant donné la violence du truc parce que c'est un film d'une violence, mais on avait dit c'est vrai que, quand on avait parlé de Rainy Dog, moi je l'avais trouvé finalement assez
assez calme pour un Mickey, Mmh. moins sale gosse que d'habitude. Là, c'est un vrai film de sale gosse, c'est méchant, c'est assez désespéré, c'est nihiliste. Il y a rien, enfin, il y a toujours une note d'espoir chez Mickey quand même. Je trouve que le film ouvre une petite porte quand même, on en reparlera quand on spoilera peut-être à la fin. Je trouve qu'il y a une toute petite ouverture, mais c'est quand même terriblement sombre et terriblement désespéré. Moi, en tout cas, j'ai voulu y voir un truc un petit peu positif dans ce marasme de noirceur, parce qu'à la fin, il y a quand même une séquence de jour, mine de rien. Je trouve que c'est pas voilà, qui est un peu Oui, plus claire que les autres. Ouais, mais le reste, c'est d'une noirceur, d'une violence, c'est hallucinant. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont même limites, hein, parfois. Mais je trouve que le film flirte parfois avec la complaisance oui. et tu vraiment mal à l'aise à des moments. Et tu dis, là, est-ce que vraiment tu avais besoin d'aller jusque-là? Je suis pas certain. Mais en même temps, ça traduit et ça dépeint, je pense, très bien la vision que Miike a du Japon nocturne, de ce Japon quand même, parce que la Seconde Guerre mondiale, elle est là quand même très, très présente aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le Japon s'est reconstruit grâce aussi à cette économie parallèle qu'est celle des Yakuza aussi, et que ça a aidé à la reconstruction du Japon au sortir de la guerre. Donc, et puis il y a un truc, le père, voilà, comme tu disais, est un ancien soldat japonais qui a été abandonné. Il y a tout ce truc-là qui est en fond sur ces familles un peu éclatées, ce conflit qui oppose encore et qui est toujours présent même aujourd'hui, hein, au Japon, entre la Chine et le Japon, où il y a un truc qui est quand même très 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 violent là-dedans. Il y a même des choses sur Taïwan et son rapport avec la Chine, avec la rétrocession, qui sont là dans une partie qui se passe. Alors la rétrocession, c'est en 97, donc c'est 2 ans plus tard. Mais il y a quelque chose qui est présent aussi. Donc il y a tout un marasme politique hyper désespéré qui est là. En tout cas, le constat qui est fait dessus est vachement désespéré. Et tu disais un truc qui est très vrai sur la question de la porte d'entrée. Je reviens de manière un peu plus générale sur Mickey. Moi, quand je revois la séquence d'entrée, qui est une séquence pré-générique puisque le titre arrive assez tardivement, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au premier des Dora Live, où on a une séquence en montage alterné avec des coupes très franches qui permettent de montrer différents meurtres qui sont perpétrés par la mafia chinoise dans Dead or Alive. Et là, on a un peu le même système avec une sorte de. Il y a une boîte de nuit qui fonctionne, qu'on voit, c'est le bordel. Il y a des coupes franches qui permettent de passer à des éléments qu'on verra être des souvenirs d'un personnage particulier mélangés là-dedans. Il y a ce premier plan très étrange qui est un plan plutôt contemplatif sur un corps allongé sur un lit. Et voilà, et après ça Ouais. part complètement en truc. Il y a ce personnage du très jeune gigolo, enfin prostitué qu'on a qui fait une fellation à un mec un peu chelou et violent. Il y Sur a les tout ce truc. toilettes, Oui, sur les toilettes, ce qui montre aussi, voilà, on est vraiment dans l'envers du décor le plus sombre et sordide tout à possible. fait. Et c'est vrai que Et cette introduction, là, elle est très spéciale parce que c'est presque ouais. subliminal. D'emblée, Mickey nous fait de l'expérimentation pour planter le décor. Un décor où ça va trop vite. Mmh. Questionnement aussi, Mickey qui se dit, oui, bon, la modernité, à un moment, il la questionne, là, et on n'arrive plus à se poser. Le Japon est rentré dans des dérives absolues, donc drogue, prostitution, violence, crime, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il va y rajouter un peu de tout à un moment. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, est-ce que c'était nécessaire? On reviendra notamment sur le personnage de la prostituée, Ritsuko. Oui. C'était pas là. Bon, il y a aussi un moment, il y a une scène de torture. On reviendra sur tout ça. Qui est une scène de torture dans le contexte policier quand même. Ouais, c'est Mais bon, c'est de l'humour noir absolu. Je crois que j'ai rarement vu ça dans un film. Mais dès l'introduction, alors en plus je sais plus si c'était pas. Alors, est-ce que c'était un Dead or Alive qui commençait sur une décapitation comme ça? Il me semble qu'il y avait un Mickey où on ah voyait oui, une tête coupée dans une d'emblée. rue. Oui, oui, tout à Ouais, fait. Et je ne sais plus si c'est ça ou si c'est le je ne sais plus. C'est pas Dead or Alive, ça c'est sûr, on a mais je tellement ne vu sais de plus Mickey. lequel. C'est pas First Love par Ah bah, c'est hasard. c'est ça doit être First Love, tu as raison. C'est au tout Et début de alors First là, Love. c'est génial parce qu'il se fait écho à lui-même et tout. Alors évidemment, voilà, pour le premier plan, voilà, parmi ces scènes de violence, bon, j'ai choisi le moment d'ailleurs avec le flash qui éclaire parce que c'est pas aussi clair que ça, hein. D'ailleurs, il y a une sorte de vélo pour enfants derrière, on ne sait pas trop, c'est bizarre, je ne sais pas trop, avec évidemment l'arme du crime. Et on comprend très vite que c'est probablement, alors c'est pas certain à 100%, mais le jeune prostitué, un peu androgyne et tout, parce qu'après il va égorger un flic, hein, dans la Mmh. scène qui suit. C'est le désespoir absolu d'un jeune homme on ne sait pas quel âge il a, mais ça peut être tendancieux aussi sur Il est l'âge très qu'il jeune, a. oui, il est très, très jeune, ouais. Ah, il est très très jeune. Et j'ai même pas trouvé le nom de l'acteur et tout parce qu'il n'est pas crédité en tant que. Il n'y a pas de nom en fait. C'est vrai que c'est un homme sans nom. Ça Ouais. rappelle ce personnage, c'est dans Dead or Alive 3, hein, celui qui joue du saxo en mode. Tout à fait. Oui. En fait, bon, c'est des dérives potentielles, quoi. Et ce jeune homme qui va être le fil rouge du film, et d'ailleurs, je crois que c'est lui qu'on voit nu sur ce lit au début,
avec Oui. la voix off qui est peut-être la sienne. C'est peut-être à vérifier. Dans une sorte de. Alors, il n'y a même pas de. Nous, on avait des versions, j'ai cherché, hein, il n'y a pas de sous-titres sur les passages en non japonais. Donc, il y a des Ouais. moments où on est obligé d'être contemplatif dans ce. Je ne sais pas trop ce qu'ils se disent. Je ne sais pas si dans la version originale, il y avait des sous-titres japonais, parce que pour le coup, c'est même pas évident. Et apparemment, c'est même pas. Alors, c'est peut-être plus proche du cantonais, je ne sais pas. C'est un dialecte, les dialectes Minnan. C'est même pas Oui. voilà, du mandarin habituel. Donc, même si vous parlez peut-être le chinois, enfin le courant mandarin ou cantonais, peut-être que vous ne comprendriez pas non plus ce qui est dit là. A Après, Mais au final, je rebondis. quand on n'est pas les sous-titres, ça donne un cachet. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais au Ouais, final. et puis je dirais même en fait que la mise en scène de Mickey, moi j'ai l'impression que tu as raison, hein, que c'est quelque chose qui n'est pas sous-titré, y compris dans la version originale. Par exemple, si tu es au Japon, je suis pas certain que ce sera même traduit ces trucs-là, parce que je trouve que Mickey en fait fait tout pour raconter ce qu'ils sont en train de se dire. Alors déjà c'est des échanges qui sont généralement assez simples. Je pense qu'on peut comprendre assez vite de quoi il est question dans les échanges. Et par exemple cette séquence je crois que c'est dans un commissariat où il y a des appels qui se succèdent et ils sont tous en train d'essayer d'appeler. Enfin, c'est le flic véreux qui appelle un autre perso, qui passe le téléphone à l'autre qui est derrière, qui passe le téléphone qui est à l'autre derrière. Et ils échangent un tout petit peu entre temps, mais en fait, la mise en scène permet de très bien comprendre ce qu'il dit. C'est pas du tout gênant, en fait. Il y a les dialogues entre les parents. Il y a un moment donné où lui vient apporter l'argent pour que les parents payent leur loyer. Et il y a juste un échange. On voit juste la mère qui fait avec les gestes, elle lui parle, mais on voit avec les gestes qu'elle refuse dans un premier temps, etc. Et finalement, je trouve que tout ce qui est travaillé sur la gestuelle et sur la mise en scène fait qu'on comprend très bien ce qui se passe. C'est pas du tout. Enfin, moi, ça m'a pas du tout gêné à aucun moment. Je trouve que tout est très compréhensible. Alors peut-être qu'on ne comprend pas la subtilité en tous les cas. C'est effectivement peut-être un petit peu questionnable quand on est sur le début et la fin, puisque le poème, enfin la voix off revient au début et à la fin avec le même plan. Effectivement, moi, je m'interroge quand même sur ce que ça veut dire. Je serais très curieux en tous les cas de savoir, mais je trouve que globalement, en ce qui concerne le récit dans sa globalité, ça passe super bien. Il n'y a pas besoin de. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas choqué. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, pas du tout gêné du tout. Non, on y reviendra quand on sera dans la zone spoiler sur la toute fin et tout, parce que j'ai trouvé l'interprétation et l'explication de la voix au final. Ok, Quand même, je me suis dit, super. ça paraît être important, donc voilà, mais on y reviendra après. Mais oui, en fait, ça t'oblige, et c'est ça le cinéma, à comprendre par les images et par la mise en scène. Et Mickey, il comprend déjà ça. C'est peut-être vraiment un choix volontaire aussi, peut-être pas assez de budget, enfin c'est tout con, hein. Ils n'ont pas voulu se prendre la tête. Mais ça permet de montrer que déjà au Japon, il y a plusieurs communautés qui coexistent et qui coexistent pour le coup assez mal. Voilà, qui ont du mal à se supporter à travers le crime et tout. Et il y a des familles composées aussi de cela. Et dans ce film, tout est sombre pratiquement. Alors, à part peut-être le père et la mère de notre Oui. anti-héros flic, mais au niveau des flics, alors il y a tout ce truc au début où il y a vraiment dans les interrogatoires horrible, où il y a cette prostituée qui est limite à deux doigts d'être violée d'ailleurs pendant l'interrogatoire, c'est insupportable, parce que c'est quand même assez insupportable là-dessus. Et il y a, alors bon, il y a, j'ai envie de dire, la scène de torture hypon-sodomie, disons Ah les oui, choses, ouais, désolé, voilà. faut dire les choses comme elles sont, où tu as le flic derrière qui est assis, il amène un gars qui peut-être fait passer pour l'avocat du suspect, j'en sais rien, on peut toujours imaginer ça comme ça, et ce monsieur va l'amener là, il va lui faire un hippon. D'ailleurs, il dit derrière hippon, enfin, c'est n'importe quoi. Et il va le torturer en le sodomisant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Comment se fait ça? Au cours, non mais sur cette scène-là, tu te dis pourquoi Mickey a voulu faire ça? Pour montrer l'horrible, pour montrer que c'est aussi, tout aussi sordide du côté des flics que du côté des Yakuza, peut-être. Bah, en plus, c'est intéressant, bah, pareil pour parler de futurs films de Mickey, il y a un truc très rigolo parce que je trouve qu'on insiste sur la taille de cet avocat qui est tout petit parce que quand le mec arrive, Oui, c'est en plan quel, subjectif, en c'est plongée, ça. donc on voit le mec tout petit et ce mec-là, il est tout engrossé dans son petit costume. Moi, ça me fait terriblement penser au personnage qu'interprète Shinya Tsukamoto dans Ichi the Killer, qui est ce tout petit mec Ah oui. qui fout par terre tout le monde, qui est hyper fort. Au début, je me suis dit, parce que j'avais pas souvenir en tout cas de ce truc-là, si jamais je l'ai vu avant, il va sortir, il va le déglinguer, ça va devenir une séquence de baston et le petit va l'étaler. Non, il va dans autre chose. Mais je trouve qu'il y a des choses comme ça, il y a des sortes de motifs hyper curieux. Alors moi, je trouve que c'est la seule séquence dans toute l'horreur qu'il y a dedans, qui comporte de l'humour. Je trouve que ce qui parfois Oui, fait que le film bifurque un peu vers la complaisance ou verse un petit peu là-dedans, je trouve que ça manque. Je trouve que quand on veut et quand Mickey sait très bien le faire, quand il veut plonger dans la noirceur, je pense qu'il y a besoin justement pour qu'on puisse accepter qu'on aille vers l'inacceptable. Ce détour, ce recul ironique, parfois cynique, peut apporter quelque chose qui légitimise un petit peu les choses. Là, je trouve que globalement dans le film,
il y a aucune trace d'humour, à l'exception peut-être de cette séquence. Alors, s'il y a des petites touches ça et là, il y a parfois des mouvements de corps dans le cadre qui sont complètement absurdes. Quand Ren Tsuji, bah non, pardon, j'allais spoiler, donc je ne le dis pas maintenant. Mais il y a des mouvements de personnages qui sont par exemple abattus à certains moments, qui font presque manga à certains moments. Il y a ce hippo hyper bizarre qui sort de nulle part. Oui. Donc, on est sur une séquence qui est assez intéressante parce qu'en plus, elle sera reprise un tout petit peu plus tard et de manière bien plus pernicieuse parce qu'elle n'est pas drôle dans l'autre contexte. Là, il en Mmh. fait presque une scène comique, mais avec, encore une fois, avec des gros immeubles de comique. C'est très, 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 très noir comme humour et il va récupérer cette séquence-là un petit peu plus tard avec le personnage de la jeune prostituée et là, pour le coup, on n'a plus du tout ce recul comique. On est dans la noirceur du truc et c'est ce qui va renforcer le fait que dans ce film-là, ce que je trouve très particulier, qu'il y a pas toujours chez Mickey. Mickey, on arrive toujours aussi à trouver dans peut-être ce truc-là où il y a toujours un peu de lumière, il y a toujours une manière, il y a toujours de l'empathie pour les persos. Il y a toujours un moment donné où tu vas avoir de l'empathie pour un perso. Dans Ichi the Killer, mine de rien, ce personnage de Ichi, il est tellement atroce que tu finis par avoir de l'empathie parce qu'on t'explique un petit peu ce qui amène là. On ne t'excuse pas ce qu'il fait, mais on explique ce qui l'a amené à ce truc-là. C'est qu'un personnage esseulé, qu'un personnage laissé pour compte, etc. Donc il y a quelque chose. Là, je trouve qu'il n'y a aucun perso vraiment pour lequel on peut avoir de l'empathie. Peut-être à la limite pour le jeune prostitué et la prostituée. Peut-être ces deux personnages-là qui sont Oui. un peu plus, positif. Le reste, celui qu'on suit, le vrai protagoniste qui est ce flic, c'est un personnage absolument détestable, ultra violent, qui tape tout le monde, il tabasse, il torture, il viole. Il a aucune limite ce perso. Voilà. Là, on le voit tel une sorte de mafieux qui attend un Oui, Mac qui attend sa prostituée et la scène d'après, il la viole, hein et ouais. c'est gratuit. C'est 100 gratuit. Il y avait pas besoin, c'est même pas un interrogatoire déjà qu'il y avait eu ça au début et le bon, ça, c'est le problème du film parce que Mickey, on peut toujours se poser des questions, de savoir son rapport à on va dire, à la place des femmes dans son Ouais. cinéma. C'est un peu compliqué quand même et là, après, derrière, elle va le suivre, hein, parce qu'elle a été, elle s'est fait violer, mais ça l'a fasciné, quoi. Donc ça, c'est une écriture qui est problématique quand même. Mais dans le contexte très sombre, très noir de ce film-là et de ce qui se passe, Mickey ne va pas prendre de gants. Voilà, ils vont montrer des personnages salauds de A à Z. Et ce flic-là est totalement salaud. On essayera de comprendre pourquoi. Il va quand même Oui. rentrer dans la psychologie du monsieur après. Mais bon, il est absolument. Il y a des moments, il a des accès de folie, quoi. Et puis elle, il la met dans une posture, même ce personnage-là, il le met dans la posture d'une. Alors, justement, on sait qu'elle subit tout un tas de mauvais traitements. Donc, Mickey joue sur des séquences hyper tendues, hyper, vraiment que je trouve très, très, vraiment, même avec parce qu'elle est en couple, enfin en couple. Elle partage en tous les cas un appartement avec un des membres du groupe de la mafia chinoise, Le bras droit, là. le bras droit, voilà. Euh, il la montre comme étant un personnage nymphomane, hein. C'est clairement ça qui va Oui. demander d'ailleurs le premier interrogatoire, elle demande effectivement aux 2 flics, d'avoir un rapport sexuel avec elle et lui, au lieu d'avoir ce rapport, il prend la chaise, il lui éclate sur la tronche. Ce qui avait le titre, c'est et pour le coup, je trouve que cette manière en fait qu'il a de la poser comme étant à la fois, nymphomane, mais parce que Mickey ne cache absolument pas qu'elle a subi de tas de mauvais traitements et que ses comportements s'expliquent aussi, par certainement tout son background, toute son histoire extrêmement difficile. Ah bah, elle est Mais détruite. ça crée, Elle est voilà, elle est détruite. détruite, mais ça Voilà. crée des séquences qui sont hyper bizarres et où tu trouves c'est très ambigu et parfois c'est peut-être un peu trop ambigu et c'est vachement gênant. Mais en même temps, tu le dis très bien, c'est quand même très cohérent avec la noirceur, si je puis dire, de l'univers dépeint, malgré tout. Mais cependant, parce que dans Rainy Dogs, il y aura encore, hein, cette Oui, relation prostituée-flic et tout, c'est quand même beaucoup plus sombre là, parce que dans Rainy Dogs, il y avait une oui, forme de poésie. Ici, alors c'est quasi dénué de poésie, on reviendra sur un petit moment de parenthèse quand tout à même, fait. mais alors là-dessus et tout. Et en face, c'est pas beaucoup mieux, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de notre personnage Tsukamotien, si vous voulez, notre cher Wang, l'une des Ah premières ouais. apparitions du monsieur, c'est en mode exhibo. Là. Alors là, j'ai coupé ce caromba, mais il s'exhibe devant une sorte de boss en face, on sait pas trop. Pour se faire respecter, hein, en tant que chef yakuza local des Griffes du Dragon, il va se foutre à poil en mode pervers. Hein, ça me rappelle Gremlins. Tu sais. Oui, 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 totalement. Oui, parce que dans Gremlins, rappelez-vous, l'héroïne, elle a subi quelque chose. On comprend que plus jeune. Non, mais c'est violent, vous Oui, comprenez. oui, oui. Mais là, voilà, pourquoi pas? Parce que c'est Mickey. Alors, très belle mise en scène, hein, parce que je sais pas, il y a une sorte de pot de fleurs qui cache quand même le sexe. Hein, ça reste. Avec Mickey, ça a beau partir dans tous les sens, on voit jamais les kikis. Je sais pas C'est si t'as très rare. remarqué. Oui, soit il les floute littéralement ou il Oui, les c'est pixelise ça. littéralement.
Bah là, il y a pas besoin de pixelisation, il y a peut-être pas le budget, donc ils ont mis non, mais c'est là d'ailleurs, c'est une scène où on comprend pas ce qu'ils se disent, hein, parce qu'ils parlent Oui, en dialecte ou en elle est mandarin. relativement longue en plus, hein, ils se Ah disent plein oui, de trucs. mais on voit le jeu de pouvoir, on voit qu'il arrive à se Ouais, faire respecter. Pourtant, physiquement, il en impose pas non plus. C'est ça qui est assez amusant. Enfin, ouais, c'est pas qu'il est frêle, mais tu vois, mais alors il a le sadisme sur le visage, quoi. Et on comprend de lui, oui, lui d'où il vient. On n'en parlera plus dans la zone spoiler, mais on se retrouve encore une fois avec flic gangster, deux faces opposées d'une même pièce, etc., etc. C'est pas que Mickesque ça, mais c'est quand même très Mickesque également, hein. c'est un vrai méch pour le coup là, lui je trouve ça, Wang est un super antagoniste avec effectivement ce côté, où physiquement il en impose pas plus que ça effectivement, mais il y a la folie de son regard, il est l'acteur cabotine continuellement, il est en cabotinage total tout le temps, mais ça fonctionne hyper bien aussi parce que en fait, comme le film joue et continuellement dans l'excès en fait, il montre l'excessive noirceur du monde. Finalement, c'est assez cohérent que les personnages soient eux aussi dans leur comportement, dans leur caractère, dans leurs expressions complètement excessifs et ce perso-là, au final, encore une fois, tu le dis très bien, c'est pas un personnage qui est complètement extirpé du réel, c'est pas une sorte d'antagoniste abstrait. Il a Hmm. effectivement, encore une fois, une histoire qui est, très liée à cette question aussi de déracinement ou d'enracinement, le fait de ne jamais être, bon, on avait parlé un petit peu dans Rainy Dog aussi, hein, mais de jamais être ou dans les comment ça s'appelle? Dans Dead or Alive aussi, dans le premier en tous les cas, le fait de ne pas se sentir bien au Japon, de ne pas se sentir bien en Chine, parce que quand on est au Japon, on n'est pas considéré comme Ouais. chinois. Quand on est japonais, quand on est en Chine, on n'est pas non plus considéré comme chinois ou comme taïwanais pour le coup avec la question de ce qu'on trouve dans une partie du film. Et c'est ça reste hyper intéressant socialement et je trouve que malgré encore une fois ce côté presque, parce il a c'est 2-3 ans plus tard qu'il adaptera Fudo, donc qui est une adaptation de manga. Il va plonger pleinement là-dedans. Et Ichi the Killer en 2001, il y a vraiment le côté vraiment manga en tant que tel qui est fait, où on est dans l'excès du manga, dans ce côté un peu excessif d'adapter un animé en film. Là, il y a ces éléments-là, où on a ces trucs-là, où on est Ouais. quasiment parfois dans le comic book, mais en même temps, il ramène tout ça à quelque chose de très concret. Finalement, non, on n'est pas dans le comic book vraiment. C'est simplement l'excès de la noirceur du monde. C'est pas quelque chose d'exagéré tout ça. Et puis d'ailleurs, même si cette scène-là en question que je vais montrer vers la fin, elle dit pas grand-chose, on a aussi Ouais, l'antre de Wang qui s'est recréé son univers, on sait pas trop là. C'est un peu l'antre du diable, là. C'est l'antre vraiment spirituel et diabolique, cet endroit. Où on voit d'ailleurs bah, le gigolo là, qui est son amant, ça aussi on oui, l'apprend aussi très vite. C'est très particulier. Au moins, il soigne les ambiances, Mickey. Pour le coup, il a un charisme, le personnage. Certes, totalement. comme tu dis, un peu dans le surjeu de l'excès du sadisme, mais bon, d'ailleurs, on n'a pas encore. Après, on va basculer probablement très rapidement dans la zone spoiler pour parler de l'histoire de famille, de ce qui se passe à Taïwan et tout. Mais cette idée qu'il a une construction qui va très très loin dans la méchanceté absolue, Mm, vu le trafic qu'il fait, sans en ouais. dire plus. Un trafic qui est annoncé à un moment dans une scène où il y a la dame qui s'occupe des prostituées qui l'œil fond comme ça. C'est pas Kill Bill, mais, Très Kill Bill, voilà. mais peut-être que parce que Rainy Ah Dog bah, avait inspiré Kill Bill, aussi bien cette scène-là, il enlève l'œil, a inspiré Kill Bill aussi. Ah mais c'est probablement parce que de toute façon, Tarantino a toujours dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Mickey et qu'il avait beaucoup inspiré, donc oui, mais totalement, moi je suis totalement partant là-dessus, hein. Et puis même, j'ai envie de dire, je vais aller plus loin. Mickey aussi probablement s'est inspiré de Tarantino parce que Oui, dans le film, rappelez-vous, un an avant 95, il y avait Pulp Fiction. Mais 3 ans avant, il y avait Reservoir Dogs. Et qu'est-ce qu'on a dans ces films? On a les fameux Ah, je me suis oui. trompé d'image. Ah, vous n'avez pas vu, hein, cette image. Cette image est très importante et elle est inspirée d'un autre cinéaste. Mais ça, c'est pour après. Vous avez déjà deviné le cinéaste. Ça, il y a un trunk shot. Il y a un Oui, tout trunk à shot fait, à un c'est vrai. moment. Voilà, avec un personnage dont on ne dit pas l'identité, qui est en train de regarder peut-être sa fin venir ou pas, avec la lumière, hein, voilà, la lumière divine, on ne sait pas trop. Il y a un petit trunk shot, là on voit le bras droit, là, qui est on va dire l'amant de la prostituée à gauche, Ouais. et notre cher Wang, qui est, qui est très différent du salaryman. Enfin, c'est un acteur qui savait être assez caméléon quand même, c'est bien. Ouais et en même temps dans la folie de son regard, mine de rien, par rapport peut-être à ce qu'on apprend par la suite ou un petit peu quand on va explorer un petit peu les origines, si je puis dire, de ce mal, il y a quelque chose qui est de l'ordre du désespoir aussi dans son regard. Je trouve que dans ses sourires forcés ou comme justement le cabotinage le sert énormément parce qu'il y a ce côté où j'en fais trop. Et ça cache quelque chose et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'il y a une Oui. forme de désespoir là-dedans, qui fait que ce perso, en fait, cette méchanceté, cette cruauté, cette idée qu'il a atteint une certaine, dose de mal qui est quand même considérable eu égard, au trafic qu'il veut mettre en route derrière, heu,
qui cache quelque chose de beaucoup plus profond et une blessure beaucoup plus grande. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que ce surjeu-là, il est intéressant, il est pour le coup vachement pertinent. Et d'ailleurs, bon, tiens, c'est intéressant parce que je pensais tout à l'heure à First Love, bon, qui est un film très, très récent qu'on a évoqué il y a quelques mois aussi. Dans First Love, il y a peut-être cette tête-là qui partait, on ne sait pas où, mais il y avait aussi la boxe. Et il y a pas mal de scènes où il y a ce ring de boxe qui souvent, d'ailleurs, c'est là où ça se finit mal en bagarre absolue, en dehors du ring de boxe. C'est intéressant comme peut-être First Love, finalement, avec le recul, là, comme ça, en y pensant, a peut-être voulu, Mickey il a voulu reprendre quelques tropes de ses premiers films aussi. C'est Il a possible, ouais. voulu réintégrer peut-être ce film-là. Il en est probablement, Mickey, j'imagine qu'il doit pas mal l'aimer, ce premier film. Enfin, ce film-là, qui est son deuxième sur grand écran au cinéma, l'un de ses premiers films, parce qu'il y a tellement le concentré de ce qu'il pourra développer, parfois en plus subtil quand même, par la suite, et en moins putatif et putassier surtout, parce que quand même à un certain moment, il va quand même peut-être édulcorer certaines représentations. Ben, par exemple, Rainy Dog, le personnage féminin est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus profond, moins Mmh. problématique dans ce qu'elle va subir de force qu'ici. Là, évidemment, voilà. Mais c'est intéressant de voir ces croisements, et en fait, moi je me suis posé cette question, c'est bien qu'on fasse ce journal de Mickey dans un ordre totalement anarchiste, anarchiste aussi si vous voulez, mais anarchique et tout, parce que ça nous permet de voyager dans tous les sens, et Mickey, c'est presque un cinéma qui voyage dans le temps. On pourrait presque fantasmer qu'il se serait laissé inspirer de films qu'il fera par la suite. Ah oui, non, mais c'est hyper curieux comment il dialogue avec lui-même, en fait. Je trouve que c'est assez fascinant de voir un mec qui a cette, capacité à évoluer tout le temps, à être c'est vraiment un cinéaste qui est en mutation constante, en fait. C'est hyper intéressant et je pense que c'est un mec qui, à travers le cinéma, réfléchit aussi beaucoup et Oui, certainement change sa perception du réel à travers ça et je pense que notamment, bon, tu parles du de la place des femmes, c'est quelque chose qui est quand même qui a été très évolutif dans sa carrière, je pense. Tu oui, parlais de Tsukamoto. Tsukamoto, c'est ça aussi, la place des femmes dans Tetsuo, premier du nom, elle est, assez minimale. Ça veut pas dire qu'elle est pas intéressante et qu'il n'en tire pas quelque chose, mais plus on avance dans la carrière de Tsukamoto, plus les femmes ont de l'importance et plus il s'intéresse aux femmes et plus les femmes, il les voit comme, peut-être le seul la seu on va dire la seule manière pour l'homme de s'en sortir et voilà et c'est la seule manière de faire quelque chose, de construire quelque chose, de reconstruire quelque chose et je trouve que Mickey, il y a ça progressivement parce qu'effectivement on compare ça, cette manière de représenter dans Les Affranchis de Shinjuku la femme et prenons Édition par exemple, qui à tort, on ah en oui. avait parlé, avait été taxé de misogynie alors que moi je pense que c'est tout le contraire. C'est un film qui est étonnamment féministe et puissant dans ce qu'il pose sur la manière dont il tire sur le patriarcat, japonais, que je trouve qu'il y a c'est vraiment 2 facettes hyper, mais Mickey est un cinéaste paradoxal, est un cinéaste ambigu, mais je pense que c'est surtout avant tout un cinéaste qui est dans l'évolution, qui est dans la réflexion et dans un changement perceptif du réel. Il est toujours dans cette idée de travailler le réel à partir de ses propres projets, de se dire: «Ah maintenant que j'ai fait ça, comment je vois le réel maintenant? Est-ce que ça peut pas évoluer? Est-ce que je vais pas avancer?» Puis questionner la société japonaise en la Ouais. critiquant, en critiquant ce qu'elle est devenue et tout, c'est forcément épouser un point de vue sombre et dark, Oui, si vous voulez, du patriarcat japonais absolu. Donc les femmes sont les premières victimes de facto tout à fait. ici en plus, voilà. Donc peut-être qu'après, en essayant de distiller plus d'espoir et de profondeur, finalement, Raining Dog est vraiment une belle continuité Ouais, qui remet un peu plus. Je pense que c'est même une réponse. Enfin, s'il a mis ça dans sa forme de trilogie, c'est une réponse un petit peu aux affranchis de Shinjuku, Raining Dog, où il a voulu peser un peu plus, voilà, dans une forme de réflexion, même si là, on sent déjà qu'il se passe des choses. Mais je pense on va rentrer dans la zone spoiler ici, voilà, parce que pour parler de la famille, des familles, enfin surtout de la famille de notre cher anti-héros flic. Un anti-héros flic, ça colle bien, je trouve. oui, c'est Voilà. très bien, oui. Euh, il y a donc cette histoire de famille. Alors, il y a cette magnifique scène qui est déchirante d'ailleurs, où pour contextualiser, on a les parents qui se prosternent devant une sorte de monument. On le voit même pas, je crois d'ailleurs, Non, vraiment, le il reste hors monument. champ effectivement. C'est ça. Est-ce que c'est un monument de guerre parce que le père a fait la guerre en Chine. Le père qui est à gauche a été un abandonné du Japon en Chine, et ça c'est hyper important. Mmh. Le Japon a abandonné certains des leurs qui ont survécu, qui sont restés là où ils ont combattu, et certains ne sont jamais revenus. C'est pour ça qu'il y a des communautés japonaises aussi au Japon, etc. Dans People in China, bon, Mmh. l'évoquer indirectement. Et lui, il est revenu, mais il est revenu avec tout ce mal-là.
sans vraiment de rancœur envers la société japonaise d'ailleurs, comme si d'ailleurs cette rancœur s'était totalement transposée sur ses enfants. La mère, elle est chinoise, elle a suivi le mari, et derrière, vous avez littéralement donc le flic qui est pro-japonais avec les yakuza, etc., dans l'autorité japonaise, et à gauche, l'avocat véreux qui va plutôt, avec ce travail-là, décider d'épouser ses origines chinoises. On va simplifier, taïwanaise, chinoise, etc. Et du coup, les deux en haut sont en conflit. Il y a une première rencontre avant, on voit que c'est tendu, et là, ils sont ensemble, mais ils sont ensemble vraiment par devoir pour les parents. Et la scène d'après, elle est géniale, c'est qu'il disparaît, l'avocat, le frère avocat, il disparaît. Limite, dans ma tête, il s'est envolé et on voit des oiseaux qui s'envolent. Magnifique. Ouais. Magnifique. Ça, c'est un des grands moments. Là, on est dans une poésie. C'est super beau. Et puis en plus, le plan est super évocateur de montrer ce plan qui est littéralement coupé en deux avec les deux frères qui ne se regardent pas, qui sont opposés même par la couleur de leur costume, et les deux parents qui sont unis et qui font la même gestuelle. Comme si encore une fois, ce père, tu l'as très bien dit, qui a fait la paix avec le Japon, en tout cas qui ne lui en veut pas en fait au Japon et qui est revenu malade, qui porte peut-être ça aussi sur son corps ou dans son corps, dans une certaine mesure, dans sa chair, il en est malade. Mais voilà, il semble vivre très bien avec son épouse, en tous les cas, qui pour le coup est chinoise. Certes, elle ne parle pas japonais, elle refuse ça, mais mine de rien, il y a ce truc-là où on sent quand même une sorte d'union réussie, si je puis dire, entre la Chine et le Japon, du côté des parents. Et ces jeunes, en fait, à qui on a transmis, si je puis dire, cette violence, ce conflit, en fait, qui a presque sauté une génération, puisque finalement, voilà. Mais je pense qu'on l'avait dit, je crois, dans plusieurs autres podcasts à l'occasion, de plusieurs autres épisodes du journal de Mickey, que Mickey, il a quand même ce truc-là, on l'avait dit, entre tradition et modernité, un peu progressiste, parfois un petit peu conservateur. Moi, je pense encore une fois, Mickey, un petit peu comme Tsukamoto, c'est un mec qui, à l'époque, n'est pas super positif, super optimiste vis-à-vis de la jeunesse japonaise ou des plus jeunes. Je pense qu'il y a quand même ça. Et il montre quand même que, encore une fois, c'est chez ces vieux, si je puis dire, il y a quelque chose qui fait que la paix a été faite, peut-être parce qu'ils l'ont vécu peut-être. Et chez ces jeunes qui n'ont pas vécu de manière directe, c'est eux qui ont récupéré le truc et qui finalement ne font pas perdurer justement ce qui pourrait justement être une paix, une stabilité, une bonne entente, et qui reste dans ces aigreurs, si je puis dire, d'estomac hyper violentes. Et quand tu vas dans la gradation vers la plus jeunesse, tu as le personnage du jeune Oui, prostitué qui est encore plus, on ne sait plus dans quel abandon il est, on ne sait rien de lui. ouais. Et il y a aussi ce plan, un moment très mystérieux qui est au début et à la fin d'un enfant qui pleure dans la rue, Oui, où on pourrait imaginer que c'est Wang jeune, c'est ou comme ça que que j'ai c'est appris, ouais, le jeune prostitué jeune, on ne sait pas. ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à cette scène d'introduction qui est assez subliminale et tout, on peut voir plein de choses là-dedans. On voit même la misère d'un homme qui rampe au sol pour Tout boire à une fait. gamelle. Il y a tout un truc là, et on voit que c'est presque documentaire. En ce moment, si c'est même pas, peut-être qu'il a pris des gens comme ça. C'était la fin, c'est pas la fin de Dead or Alive 2 ou 3, je sais Si, plus dans le oui, troisième, il y a voilà, le on voit. Non, mais on se demande s'ils captent pas comme ça des fois du réel, vraiment, sur ces moments subliminaux et tout. Parce que ça paraît, ça serait triste, mais ça serait très potentiellement possible que le monsieur un peu âgé qu'on voit ramper vers une gamelle, oui. là, très pauvre, que ce soit vraiment un truc qu'il ait pris comme ça dans la rue et l'enfant qui pleure aussi. Ah beh, totalement. Et Et en c'est même temps, triste. ça colle très bien, en fait, ça colle super bien à ce que raconte le film, en même temps. C'est-à-dire que là, ça sert la fiction, pour le coup, ces éléments peut-être pris sur le vif, les éléments du réel, documentaires, servent une fiction, de manière, hyper pertinente. Et c'est vrai que moi, j'aime bien cette ambiguïté qu'il fait sur l'identité de cet enfant qu'on voit effectivement à 2 moments. Mm. Ça s'éclaircit parce qu'effectivement, on le revoit un petit peu plus tard. On le voit effectivement dans un premier temps au tout début, et on la revoit à la toute fin, dans le climax. Et il y a un échange de regards, me semble-t-il, entre Wang et le jeune prostitué, et on voit ce truc-là. Et moi, j'ai interprété ça, soit je me dis: «C'est Wang qui a trouvé cet enfant-là et qui l'a ramené», soit effectivement cet enfant est Wang lui-même. Et Ah oui. je me suis posé la question parce que c'est un échange de regards qui se fait à ce moment-là, je ne sais pas. C'est pas impossible. Alors, d'ailleurs, c'est là où on apprend l'origine story de Wang. Oui, Comment a-t-il basculé? Alors, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a tué le père, lui. Lui, il ouais. a tué le père à Taïwan. Il a fui Taïwan et il est allé profiter du crime absolu au Japon, où visiblement, pour s'intégrer en tant qu'étranger au Japon, il n'y a que le crime qui paie. Petit écho à l'actualité où récemment, là au Japon, ils ont basculé encore un peu plus à droite Mmh, et que ça veut vraiment carrément arrêter toute forme d'immigration. Quand on voit ce film-là, mmh. et quand on connaît le cinéma de Mickey, à mon avis, lui, il doit être un petit peu colère là, en ce moment, j'imagine, parce qu'il s'est attaché à pas mal de communautés et tout, et on voit qu'il y a une empathie
vers certaines Ah totalement. communautés qui souffrent au Japon. Donc ça, cette petite parenthèse. Et Wang, donc il a tué le père à Taïwan, et à un moment, évidemment, alors c'est possible qu'il ait tué le père, je sais pas, on va dire n'importe quoi, il avait peut-être 17 ans, il a tué le père, il est arrivé avec ce jeune homme, et puis 15-16 ans après, enfin avec l'enfant du coup, et il l'a pris sous son aile, et c'est une sorte de... Parce que dans le film, Wang, il doit avoir quoi, la trentaine? Oui, Ah, c'est ça, oui, c'est et donc, le gamin qui a peut-être, je ne sais pas, hein, j'espère quand même qu'il a à minima 18 ans, mais j'ai bien peur que non, le jeune, peut-être qu'en effet, c'est cet enfant qui pleure qu'il a récupéré. Et donc, du coup, il le garde sous son. Parce que, oui, il est violent des fois, il le frappe parce qu'à un moment, il y a une histoire, il voit qu'il a un couteau, c'est-à-dire qu'il a fait aussi une gâterie au boss ouais. yakuza japonais joué par Ren Osugi, d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il mange à tous les râteliers sans faire de mauvais jeu de mots pour survivre. Et ça, Mmh. il se fait sermonner. Mais là où n'importe qui aurait été tué avec une violence absolue, Oui, lui, juste, il lui donne des baffes. C'est vrai que ça pourrait être une sorte, alors c'est quasi incestueux à ce niveau-là, de grand frère ou de père de substitution qui devient son amant. C'est de toute c'est très, très façon bizarre. basculé et tout. Et du coup, tu as donc notre flic qui s'appelle Tatsuhito, hein, on va lui donner son nom quand même, il a un nom, qui part en enquête à Taïwan pour savoir plus sur les origines de ce Wang. Et en fait, en allant là-bas, il se rapproche de ses propres origines. Et c'est là où on comprend que les deux sont pas les mêmes, évidemment, mais Mmh. ils ont basculé tous les deux dans une sorte de côté obscur quand même. Mais ils sont des héritiers d'un abandon du Japon, pour faire simple. Mmh. Et on se retrouve une nouvelle fois, donc hors dehors du Japon, avec cette photographie un peu jeune pipi, qui en fait, non mais c'est très C'est typique de Mickey, et en fait totalement. j'ai l'impression, et là arrête-moi si je me trompe, que c'est une photographie pour montrer soit un autre pays, soit le non réel, parce qu'on l'a souvent par exemple dans Dead or Alive 3, dans un avenir. C'est intéressant ça, il y a un vrai contraste, et c'est un moment où on se croirait un petit peu dans ce qu'il pourra faire plus tard dans Bird People in China. Tu vois. Mais il y a un truc très très côté un côté c'est qu'on dit jeu de pipi, mais c'est vrai, il y a un côté Oui, un peu sépia, tu vois? Qui fait un peu voilà. ce truc de retour aux sources, on est dans un souvenir, dans quelque chose de presque onirique, on ne sait pas vraiment si ce qui est vécu est vrai ou pas, ou ce qui a été vécu est vrai ou pas. C'est exactement ce qui se passait dans Dead or Alive 2 aussi, quand il retourne sur l'île aussi, les 2 parce que pour le coup, le film dans cette relation qu'il y a entre Wang et le flic, on est quand même pas si loin de la relation qu'ont les 2 tueurs à gages quand on scène les 2 tueurs à gages dans Dead or Alive 2 en fait, puisqu'ils reviennent sur l'île tous les 2, ils se retrouvent ensemble, ils reviennent à leurs origines, ils découvrent ce qui les lie en fait. Alors qu'ils savent, mais il y a la même chose dans le premier Dead or Alive aussi, dans la liaison qui s'établit quand même entre le flic et pour le coup, le criminel aussi. Tous ces trucs-là, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a quand même des tropes ultra obsessionnels chez Mickey qui le resserre et qu'il réitère continuellement, et qui montre à quel point justement ce sont des choses qui sont importantes pour lui aussi, c'est des choses qui lui parlent énormément et je trouve ouais justement ce passage-là, il est très intéressant parce que tu parlais de Bird People in China aussi. Dans ce truc-là, il y a un moment d'apaisement. Tout est extrêmement violent, extrêmement sombre. Quand je disais tout à l'heure que parfois, pour pouvoir apprécier, si je puis dire, les ténèbres, il faut un petit peu de contraste, il faut un peu de lumière. Il y a ces moments-là, parce qu'il y a quand même des moments où il est avec le mec qui l'accueille là-bas, avec qui il y a des discussions, ils sont en train de bouffer, c'est un peu plus posé. Alors je dis pas qu'il y a pas toujours une tension et une violence sous-jacente qui est là, mais n'empêche qu'on sent quelque chose de plus apaisé et je pense que la photographie effectivement encore une fois qui pose ce côté, retour nostalgique aux sources, elle est un petit peu apaisante. Je trouve que j'ai lu un tout petit peu sur le film au sortir parce que je me posais la question de ce qui avait été dit à l'époque et il y avait ce truc-là quand même que je trouve intéressant qui est de dire que, malgré encore une fois cette noirceur, le film se permettait quelques incartades, poétiques et je suis assez d'accord pour ça. C'est qu'il y a ces moments-là, malgré tout, qui rendent encore une fois plus pertinent, qui renforcent quand même la noirceur d'un petit peu d'une forme d'ouverture sur autre chose, sur un passé peut-être qui, innocent, naïf et cetera et qui, alors aussi rural, hein, parce que il y a cette opposition ruralité et urbanisme, enfin, cette opposition entre urbain et rural, c'est quelque chose qui est quand même très présent aussi chez Mickey. Dead or Alive 2 en particulier pour reprendre ça aussi, Bird People in China puisqu'au début, on est quand même en ville et là, il y a ce moment-là d'apaisement, de proximité avec la nature, c'est super intéressant et c'est à ce moment-là que le film devient un peu touchant et que même si encore une fois, j'ai pas réussi à avoir d'empathie véritablement pour ce personnage d'antagoniste, enfin de protagoniste, de flic, véreux, il y a quand même quelque chose. Qui fait que là, tu dis: «OK, je encore une fois, je peux expliquer, on peut expliquer ce qui lui est arrivé». C'est pas pour autant, encore une fois, que ça permet d'excuser les comportements dégueulasses que le personnage a. Mais je trouve qu'il y a un petit moment, on se dit: «Oui,
ce personnage, quand même, encore une fois, c'est un moment où il retourne à des choses qui sont pas forcément faciles, parce que c'est aussi retourner en arrière dans l'histoire, c'est se confronter aussi à la blessure qui est la blessure du Japon, qui est béante encore, et on le sent encore dans le film. Heu, mais mine de rien, on est un peu plus apaisé, et le personnage est, en tous les cas, dans une quête d'apaisement. Puisque le final, quand même, va un petit peu dans ce sens-là. Le final est légèrement positif, laisse poindre peut-être quelque chose d'un peu apaisé, mais tout est relatif encore une fois. Il y a quand même aussi ce contraste de la jeunesse là, à Taïwan, où on voit là, Oui, il contemple d'ailleurs cette famille et ce jeune garçon, un enfant qui chantent ensemble tout une à fait. chanson qui lui rappelle son enfance, donc probablement de sa mère et tout. Donc finalement, voilà, il se retrouve à un endroit où il vient enquêter sur les origines sombres de son ennemi, mais il se rend compte que l'ennemi a peut-être connu la même chose que lui plus jeune. Là, il y a un regard peut-être sur le Japon, c'est presque un regard caméra d'ailleurs, hein. Mmh. Il y a quelque chose qui, Takashi Miike, il dit quelque chose à son spectateur. Et après, gros contraste, on va dans cet hôpital où on comprend que c'est là que Wang a privatisé les lieux pour faire son trafic d'organes. Et on voit des enfants dont on a retiré les reins, etc., avec des cicatrices. Donc là aussi, la jeunesse, il y a une jeunesse un peu innocente, mais ça risque de pas durer parce que l'enfant qu'on voit chanter là, aussi bien, c'est l'une des prochaines victimes qui va se faire retirer un organe. Rattrapage de la réalité. Et c'est là d'ailleurs où il se rend compte que tout aussi pourri soit-il, il combat quelqu'un encore plus pourri. C'est vrai. Mais c'est là. Et après, bah, évidemment, après, on se retrouve dans le fameux showdown qui est long, hein. Il y a plusieurs choses. C'est en plusieurs temps, évidemment. C'est là où les yakuza japonais vont être complètement dégommés par la griffe du dragon, là, par la triade chinoise ou taïwanaise, du coup, sino-taïwanaise, on va dire ça comme ça. Et alors les yakuza, d'ailleurs, dans le truc de boxe, ils se font tous dégommer. Le chef yakuza, il y passe. Notre cher flic véreux, c'est là où il se retrouve dans le coffre, dans le trunk shot à la Tarantino. Lui, on le laisse en vie quand même. C'est intéressant, ça, dans l'idée. Peut-être qu'il doit sa survie finalement à son frère. Tout à C'est fait. ça qui est intéressant. Et après, une fois qu'il s'en sort, alors, il va rester dans l'ombre pendant plusieurs jours, où c'est là, bon, bah, l'écriture, elle est comme ça, de la prostituée qui a été violée, tout ça. Et ben, elle va s'occuper de lui. Elle va le prendre sous son aile. Bon, Oui. c'est le syndrome de Stockholm, hein, indirectement. Enfin, Voilà, il y c'est a ça. quelque chose comme ça. Et on le voit et tout. Et puis arrive c'est l'idée que maintenant, une fois que de toute façon il a perdu, son camp a perdu, même s'il va avoir une promotion, Oui, tout son à fait. camp, enfin, on va en parler après, mais le seul but qu'il a, c'est donc de ramener son frère. Et ça en est presque drôle et c'est pathétique Oui. à la fois. Dans une scène, à un moment, dans une sorte de chambre d'hôtel, et là on est dans John Woo. On est Ouais. vraiment dans du John Woo. Voilà. C'est confrontation, mais le frère, lui, il sort pas l'arme d'abord, hein. Ça veut dire que le flic véreux, il prend pas son jeune frère au sérieux. Il pense qu'il va pas le tuer. C'est intéressant, ça. Il y a le côté très frère ennemi, tu parles de John Woo, c'est quand même un truc Ouais. de c'est quand même un trope que tu trouves énormément dans le cinéma hongkongais aussi, de ces 2 frères ennemis, flics et voyous, et qui vont se faire à un moment donné face à face. Johnny To aussi. Johnny Johnny To To. totalement. Ouais. Et c'est super, et là, moi j'aime, alors pour le coup, je trouve qu'effectivement cette séquence-là, elle est plutôt drôle aussi. Elle est finalement assez touchante à ce moment-là, quand il va tabasser son frère pour le Comme des enfants. Ils se comme battent des comme gosses. des enfants, quoi. Tout à fait. Et je dirais presque à la manière de ce qui se passe à la fin de Dead or Alive 2, quand eux retournent au pays alors qu'ils ont été complètement, ils sont criblés de balles, et ils vont, manger leur dernier plat qu'ils adoraient en aspirant les nouilles, là, pour le coup, de manière très bruyante. Il y a ce truc-là où il ramène son frère chez lui, à qui il a défoncé la gueule, et il ramène chez lui en disant à ses parents: «Potentiellement vous allez le recevoir, il sera peut-être pas bien, il faudra le remettre sur pied, Il le met mais dans le train gardez-le de avec vous». force. Le- Oui, et Ça c'est n'a un peu aucun rigolo. sens. C'est génial parce qu'après, on n'en entend plus parler du frère. Visiblement, il reste chez les parents un peu penaud, en mode bon, bah, je me suis fait pampan cucu par le frangin. Non, mais oui, ça en est presque ridicule. Mais c'est vrai que pour le coup, au moins, on a un jeune ici qui va avoir une meilleure trajectoire. Bon, certes, il a fait l'avocat véreux et tout, mais on le voit pas, il tue pas en tout cas. Non, Enfin, tu non, vois ce que tout je à veux fait. dire? Bon, il est peut-être responsable indirectement quand même de quelques morts, hein, évidemment, ou de quelques trafics de drogue et d'organes, etc. Mais au moins, il a potentiellement une rédemption plus simple Oui. que notre personnage de flic. C'est quand même un peu plus compliqué. Mais bon, c'est après, évidemment, qu'il va se retrouver à aller dans l'antre de Wang. Alors, c'est une scène très étrange. Il est accueilli par une sorte de prostituée, alors je sais pas, transsexuelle, travestie, on ne sait pas trop. Il y a, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais quand Oui, même, si, tout à on fait, voit une érection apparente, hein, tout à fait.
il y a un gros plan quand même très étrange aussi, mais Mais pourquoi? non, mais c'est ça qui est c'est très bizarre. Tu sais pas pourquoi il insiste sur ces détails-là en particulier. Alors il y a toujours ça, c'est un truc qui est très, très, très souvent très récurrent chez Mickey, c'est la question de l'homosexualité qui est un truc, qu'il a Oui, beaucoup traité dans Gozu par exemple, qui est quand même un film qui ne fait que traiter de ça. C'est quelque chose c'est quelque chose qui l'intéresse. Je sais alors pareil, j'ai toujours du mal à savoir quel point de vue il porte sur l'homosexualité, mais bah, c'est quelque chose qu'il travaille et qui l'amène à réfléchir. Je sais pas du tout, ça c'est peut très être un peu curieux. tendancieux. Quand tu vois le film, tu as un peu Oui, l'impression qu'il qualifie ça d'une sorte de vice et donc c'est pas bon, voilà, dans son point de vue. Je pense, mais au du moins au début de sa carrière. Après peut-être qu'il va parce que Gozu, c'était peut-être moins évident, par tout à exemple. fait. Mais bon, oui, alors évidemment, on a l'impression qu'il met ça, que ce soit l'idée de travestissement ou autre, parce qu'on n'a pas les détails sur ce personnage-là qu'on voit que brièvement. Oui, c'est Euh, vraiment un mais elle a une voix plutôt féminine, donc c'est ça qui est oui, intéressant aussi. Euh, on ne sait pas trop, mais bon, vu le contexte de l'antre du mal, tu as un peu l'impression, malheureusement, qu'il met ça. Mais oui, avec le côté incestueux à côté, oui, ça peut être quand même très maladroit à minima. Et ah oui, peut-être je qu'il ne se trouve, posait pas encore ces questions précisément au début, puisqu'il veut, voilà, il voulait choquer, il voulait montrer. Donc peut-être qu'après, comme pour le personnage de la prostituée et le rapport aux femmes, hein, après, il a quand même un peu plus réfléchi. C'est un film de sale gosse, donc il y a des choses, évidemment, qui sont critiquables. Et c'est logique. Voilà, pour le coup, en plus, dans un truc très frontal comme ça. Mais bon, tout ça pour dire qu'il arrive dans l'antre. Alors, ça aussi, c'est très, très dans ce genre de film. Sur Wang, il lui tire, je sais pas, 5-6 balles. Il est increvable, le gars. Il est increvable. Il revient toujours en mode. Bon, il finit par crever. Crever d'ailleurs aux côtés de son amant, le jeune, qui est tout nu d'ailleurs hein, à ce et moment-là. qui le pleure, Il vient lui chercher la main, donc là, il y a quand même quelque chose de beau dans la mort. C'est-à-dire que oui, bien sûr. l'horrible monstre qu'a été Wang pendant tout le film, eh ben, il meurt apaisé, la main dans la main de son amant. Quoi. Ouais et d'ailleurs, il y a un petit truc juste sur la violence que je trouve aussi très étonnant dans le film, alors ça regroupe un peu tout, hein, parce que toutes les séquences de violence et je dirais de sexe aussi et de sexe violent parce qu'il y a les 2. Heu, il y a un travail, alors je sais pas si il y a un travail de sound design qui est très, très étonnant en fait, où il insiste énormément sur les coups de feu, les coups de poing évidemment dans la violence et cetera. Mais il y a quand même beaucoup de scènes qui mettent en scène des fellations notamment, mais même pour la séquence de sodomie, enfin les 2 séquences de sodomie, il y a un travail sur le sound design qui est très, 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 très accentué, en fait, pour faire entendre les bruits de bouche, notamment dans la alors ça donne un côté quasi comique, si je puis dire, à la séquence, comme on disait tout à l'heure, de l'interrogatoire avec par le petit homme, qui est une séquence très bizarre et il y a des sortes de bruits très étranges, jusqu'au final, en fait, qui est hors champ où, le mec lui dit: «Laisse-le, maintenant c'est bon». Enfin, il lui dit grossièrement, il dit: «C'est bon, j'ai eu les informations que je veux», le flic donc le flic se barre et le mec, on a un gros plan sur le visage du type qui est en train de pratiquer la séquence la séance de torture et on le voit s'avancer très brutalement et là, on a un cri et en plus, on a un bruit de déchirement, en fait. Il y a plein de choses comme ça quand, le yakuza, tu disais tout à l'heure, lui demande une fellation au jeune prostitué. Il lui demande de mettre des glaçons dans sa bouche aussi et donc il y a tout un on met les bruits très, très il y a un truc vraiment sur le corps aussi et la manière dont il travaille le corps de par le son qui est, à la fois alors je pense super provocateur, encore une fois, ça fait partie du côté sale gosse dont tu parlais tout à l'heure. Il veut tout mettre, il veut en mettre trop, il veut en faire trop. Je pense qu'il cherche aussi à foutre la nausée et à mettre mal à l'aise le spectateur. Parce que tu parlais, je crois que c'est en off qu'on en parlait. Il y a aussi tout ce qu'on trouve chez Mickey, il y a tout ce qui coule du corps, tous les fluides corporels sont là. Le sperme, le caca, le vomi, parce qu'à un moment donné, le flic se fait percuter par une voiture et il Il y vomit. a du caca. Tout est là. Et puis il y a du caca à un moment, un caca qui Oui, n'a pas l'air humain, comme dit. tout à fait. Comme plein milieu de la rue, il y a une course-poursuite, là, et du vomi et du caca, on ne sait pas pourquoi. Il y a un moment donné, il y a Ren Osuli qui est en train de pisser il est en train de pisser avant de se faire abattre et je crois que c'est lui ou son second qui dit: «Il y a du pu qui sort de ma bite» et il y a que de trucs comme ça en fait où Tout le va bien. corps est vachement, vachement exacerbé dans tout ce qui en sort, tout ce qui est répugnant, tout ce qui peut paraître répugnant qui sort du corps. La corruption J'essaie de globale, hein. voilà, La pourriture intérieure qui sort, même le caca, c'est du caca de dinosaure, quoi. tout à fait. Désolé pour cette parenthèse un peu crado, mais elle est quand même vachement présente, je trouve, dans ce film-là en particulier. Et donc, à la fin, le flic gagne. Voilà, il appelle ses parents, tout ça. Visiblement, eux, ça va. Le père a l'air d'aller mieux. Hein. Bon, Oui. on ne sait pas trop. Et alors, il y a cette fin où il y a quelques semaines ou un mois qui passe,
on revoit la prostituée qui commence un peu à se faire respecter alors qu'elle est un peu harcelée par des gars. Il y a la dame Maquerelle avec le bandeau parce qu'elle s'est fait Oui, arracher l'œil. c'est Les tellement petits détails bizarre. et tout. Par contre, on n'a aucune nouvelle de notre jeune gigolo. Non, par contre, c'est vrai que lui disparaît complètement pour le coup. Mais on a cet enfant-là. Il y a peut-être quelque chose. Et on a Oui. cette voix off. Et cette voix off qui apparaît sur. Alors là, Et d'ailleurs même avant, il y a quand même il y a le c'est juste avant, il me semble qu'il y a on voit le flic de dos partir dans la foule ou alors ah ben c'est c'est ça. oui, c'est ça, ouais, pardon. Ah bah, attends pour moi, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Et il regarde, il se retourne et ça part en noir et blanc. Voilà. Ouais. Et il y a cette voix off qui conclut grosso modo le film. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette voix off? Et toi, tu y as vu une forme d'espoir, alors que ça passe au noir et blanc. Allez, explique-nous. Là, bah, j'ai vu l'espoir dans la discussion en tous les cas parce que juste avant qu'il y ait effectivement Oui, ce freeze sur l'image, il y a une discussion entre le flic et sa maman, si je me trompe pas, oui. où il lui explique quand même qu'il faut qu'il fasse attention. Est-ce que le frère va bien? Est-ce que mon frère va bien? Et cetera. Il faut bien que tu le gardes, il faut bien que tu t'occupes de lui et cetera. Grossièrement parce qu'il veut lui assurer cette rédemption que lui n'a pas. Il lui explique d'ailleurs qu'il a aussi une prime pour ça, pour ce qu'il a fait, Oui, donc il la va gagner plus promotion même. Hein, d'argent. Ouais, et c'est à la fois un peu étrange. Alors j'y vois quelque chose quand même de positif parce que j'ai à ce côté où moi je trouve que quand même tous les plans qui sont sur la prostituée, où effectivement elle se fait emmerder et elle envoie chier les mecs et elle part dans une ville qui est beaucoup plus pour le coup avec une journée beaucoup plus claire, donc on a quelque chose quand même d'un peu plus, voilà. On se dit que peut-être elle va sortir. Il y a ce gamin-là effectivement qu'on voit et qui pourrait faire écho, aux jeunes prostituées et puis il y a ce mec-là quand même qui, malgré toutes les saloperies qu'il a faites, assure quand même la rédemption de son frère. En tout cas, c'est comme ça et comme C'est j'ai ça. pas effectivement le texte chinois, je ne sais Alors, pas ce qu'il en est. c'est là où la voix off pourrait être celle de ce jeune gigolo, parce que cette voix off, Ouais. alors j'ai fait une petite recherche. Figure-toi que j'ai trouvé l'information sur la page Wikipédia allemande du film, Oh, donc il doit y avoir un fan allemand hardcore. C'est un fan de la page Wikipédia la plus chargée sur le film. Et donc, je cite, hein, j'ai fait une traduction, parce que moi et l'allemand, à part quelques paroles de Rammstein, ça fait deux. Eh bien, ça se termine en une voix off, on ne sait pas laquelle quand même, hein, révèle dans la scène finale que le policier est assassiné un mois plus tard. ah Voilà. OK. Donc, il n'a pas sa. Lui, il est. De toute façon, il doit mourir. Mais c'est positif dans l'idée qu'il a peut-être réussi à obtenir la rédemption de son frère. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que cette fin en noir et blanc montre qu'il va vers la mort. D'accord, Et OK. d'ailleurs, mort ouais, en fondant dans la foule des anonymes comme ça, des salaryman et tout. C'est Tetsuyo. Ça peut être Tetsuya aussi indirectement. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce truc-là, c'est hyper étonnant qu'ils se fondent dans la foule, c'est hyper bizarre comme finale, qu'ils repartent comme ça, dans la dépersonnalisation de la société japonaise, dans le flow comme ça, et alors la question que je voulais te poser, c'est est-ce que justement cette voix off est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dit au début? Puisque la voix off, on l'a aussi au tout début. Est-ce que c'est Et la même ben, chose ou pas? là, par contre, la page Wikipédia allemande ne D'accord, parle pas de la voix off du début. Ce sera intéressant. Alors, c'est là où, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ouais. connaissent le dialecte qui est parlé là, mais peut-être que, alors, je sais pas, maintenant avec l'intelligence artificielle et tout, peut-être que Oui, avec c'est vrai qu'on des logiciels, on pourrait avoir des traductions. Bon, et si c'est un dialecte un peu moins connu, peut-être que c'est plus compliqué, mais peut-être que la scène d'introduction raconte, voici mon histoire. Enfin, peut-être. Mais moi, là, j'aurais cette théorie que cette voix off, c'est celle du jeune, et que c'est lui qui aurait tué le flic un mois après pour se venger. je Ce pense, serait oui. logique. En fait. Oui, tout à Ça fait. serait logique, et que lui, alors du coup, pour le coup, si c'est le cas, le jeune gigolo, la rédemption, bof, bof. Si la rédemption en se Tout à vengeant, fait. en tuant, bon. Mais bon, c'est pour ça que ce genre de film, on disait ça pour Rainy Dog. On aurait imaginé une suite ou je sais pas quoi, où il pourrait venger, comme c'est comme dans Kill Bill. Là, on aurait pu avoir une suite spin-off sur ce que devient le gigolo après. On aurait pu. Parce que la réinsertion pour le gamin, ça a l'air d'être chaud C'est quand même. ouais. Enfin, très compliqué. À moins qu'il revienne vers sa famille à Taïwan, parce que maintenant là-bas ça va être pacifié s'il y a plus de dons d'organes, peut-être qu'il a paradoxalement il a peut-être sauvé ce jeune d'un don d'organes de l'époque, enfin d'un trafic pardon d'organes, et que derrière, non, on ne sait pas. On peut fermer la zone spoiler parce que là, les interprétations, voilà. Eh ben, ça, c'est du Mickey, hein, je pense. Alors, c'est difficile de. Parce que moi, je suis très ambivalent dessus. J'adore beaucoup de choses, mais c'est quand même un petit peu parfois, dans le problème de vouloir trop en faire sur ce que ça veut Mmh. frontalement dire. Rainy Dog est peut-être plus poussé là-dessus, mais on reste quand même dans un Mickey fort honorable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah si. Non mais ça reste un très bon film.
Moi, je trouve qu'il a il y a effectivement les défauts peut-être d'un 1er ou deuxième film, c'est-à-dire cette envie effectivement de trop en mettre, ce côté qu'on connaît à Mickey, mais qui est peut-être, le temps avançant est devenu un peu plus raisonné ou un peu plus ou qui est un peu plus structuré ce truc-là, c'est-à-dire ce côté un peu chien fou, pour faire du lien avec Rainy Dog ou ce côté un peu sale gosse. C'est quelque chose, je pense, qu'il a pensé, qu'il a théorisé. C'est-à-dire que cette folie-là qu'il met, elle est, il réfléchit aux conséquences que ça peut avoir en termes de discours. Je pense qu'il y réfléchit beaucoup plus après. Là, on sent que ça fait vraiment très premier jet, si je puis dire. Moi, j'ai l'impression que ce film-là, Ouais. vraiment, je le ressens comme un brouillon de plein de trucs, en fait. J'ai l'impression d'avoir un brouillon de plein de films qui vont suivre et il en fait Premier trop. G. Tu dis Premier jet. 1er G, mais il y a tous les fluides, hein. Ah ouais. Et je trouve que c'est alors ouais, voilà, moi j'ai des problèmes avec le film, je trouve beaucoup trop complaisant à plein de moments et en même Ouais, temps, encore une fois, c'est j'ai pas en fait, j'ai pas de problème avec la complaisance en tant que telle. Je trouve que là, il veut témoigner de la noirceur et de la gratuité de la violence dans le monde. Bah, quelle est la meilleure manière de l'exprimer si ce n'est de mettre de la violence gratuite, en fait? Parce que la violence gratuite, ouais, c'est un propos, c'est aussi un propos, c'est pas un non-propos. Là, le problème, c'est qu'il y a un moment donné où ce qui me dérange, c'est pas tant, encore une fois, la gratuité de la violence qui s'exerce dans le cadre, c'est le point de vue qu'il porte dessus, qui moi me pose un peu problème parce que parfois j'ai cette impression, et c'est peut-être la première fois devant un Mickey, alors peut-être que d'autres me diraient que dans d'autres films ça a posé, où il y a des fois où je me pose la question s'il ne jouit pas un peu de la violence qu'il montre. Et il y a ouais. certains moments où je suis un peu dérangé, et c'est rare hein, chez Mickey, j'ai jamais eu ça en fait, je crois. Ouais, mais après, c'est vrai, on aurait pu toujours, poser cette question sur Richie the Killer, même Gozu ou Aussi. encore Visitor Q. En soi, c'est vrai, ça peut Mais il y a un recul comique. Dans ouais. Itchy the Killer, il est dans une démarche qui est très différente. Il fait quand même des comédies gore, des comédies d'horreur, des comédies C'est trop yakuza. 1er degré, là, des fois, c'est trop Là, c'est beaucoup trop, et moi, je m'interroge sur le point de vue porté sur ce qu'il y a ce qu'il y a dans le cadre, pas tant sur ce qu'il montre dans le cadre. Moi, ça me gêne pas qu'il montre des séquences de viol, qui sont vraiment dures. C'est pas un problème si le propos et le point de vue porté dessus est pertinent, légitime. Là, parfois, je m'interroge, sur l'idée de à force ça me fait beaucoup penser, voilà, le film m'a fait penser beaucoup à un autre film que moi j'aime beaucoup, que je trouve pour le coup même un peu plus réussi quand même, parce que même Fort je trouve que le film est vachement plus réussi, mais je trouve que j'ai un peu les mêmes problèmes avec, et j'ai finalement un peu les mêmes problèmes avec tous les films du réal, sauf peut-être avec Limbo et avec City of Darkness, sorti dernièrement. C'est le film qui s'appelle donc c'est Dog Bite Dog, et ça y est, j'ai un trou de mémoire sur le nom, c'est terrible. Limbo, je vais arriver, j'ai oublié Soi aussi le Chang, nom, mais de Soi Chang, oh, pardon. Soi Chang, oui, voilà, c'est ça. Voilà, Soi Chang qui a fait et Limbo et City of Darkness récemment et celui-là, Mad Dog, c'est ça? voilà, Dog Bite Dog, Ah, Dog by Dog, oui, et il avait qui est fait un film. Mad City, ouais, je sais plus, ouais. Oui aussi, tout à fait, et Ouais. je trouve qu'on est dans un film qui est assez similaire, parce que Dog Bite Dog, c'est cette idée-là d'aller dans une noirceur. Le mec, il va tout dans Et le tu sais noir le que plus dans total. Limbo aussi, dans Oui, Limbo, c'est tendancieux, c'est quand même tendancieux. Notre ami Nicolas, ex-Artopolis, avait beaucoup détesté le film à cause de ça d'ailleurs. C'est intéressant, il y avait des points de ouais, vue très différents sur le et voilà, message moi un peu curieusement, trop contre les oui, femmes aussi, enfin, très violent gratuitement envers les femmes surtout. et Mais curieusement, peut-être ouais, que enfin dans c'est Dog by Dog, c'est curieusement, moi je trouve que dans Dog by Dog et dans Limbo, j'ai moins ce problème-là. Sur la question ouais. des femmes, j'ai un peu moins, même dans Dog by Dog, c'est un peu moins, mais il y a effectivement quelque chose en termes de violence qui s'exerce sur le corps féminin, qui est quand même vachement dur, mais en même temps, j'ai pas cette impression de toujours, alors peut-être Dog by Dog un tout petit peu, mais de complaisance un petit peu moins en tous les cas. Et puis parce que je pense que Tsui Chang, déjà dans Dog by Dog, mais Limbo ensuite, c'est un réalisateur qui a, je pense, qui est quand même qui a beaucoup plus réfléchi son cinéma, le point de vue qu'il va porter sur les choses. Mmh. Je trouve que Mickey, il a ce côté un peu chien fou là, qui fait un Ah peu bah, tout, et c'est ce qui le rend le film hyper intéressant, ce qui rend le film fascinant, c'est ce qui le rend encore plus fascinant quand on a vu plein de films de Mickey avant. On se dit: «Là, on a un brouillon de plein de trucs qui, quand il les aura réfléchis, posés, plus, pensés, ça donnera des films monstrueux.» Et je trouve que par contre, au niveau mise en scène, juste pour revenir à cette idée-là, vraiment, si on enlève vraiment le propos et peut-être les problèmes que j'ai avec le film, je trouve que le film est assez brillant à plein de moments. Il y a des trucs vraiment super qui évoquent autant ce qu'on peut voir chez Fukasaku que chez Kitano. Il y a plein de choses, dans notamment le jaillissement de la violence ultra sèche dans le cadre. Il y a un truc très kitanesque et très fukasakesque. Bref, ouais. voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a, on va pas revenir dans la zone spoiler, mais vaguement, il y a une scène entre les frères où il dit Aniki, moi je pensais Oui, à Aniki, le film de Kitano. mon Il y film a, il y a préféré de des tous les choses jours, comme hein. ça. Et Kitano qui jouait aussi sur des communautés d'ailleurs dans Tout Aniki, à fait aussi. c'est intéressant. Mais c'est vrai que Kitano et Mickey ont eu des connexions. Et Kitano a fait quelques apparitions chez Mickey Oui. aussi.
Donc, c'est une grande famille, et Tsukamoto, là, voilà. Ouais. Mais voilà, bah, on va avoir 1 heure de record hein, sur ce affranchi de Shinjuku. On attend maintenant en commentaire si vous l'avez vu. Voilà. Pas forcément facile à trouver, mais trouvable. C'est toujours compliqué avec Nikkei. On cherche, hein, on furette et tout. Voilà. D'ailleurs, on en cherche toujours. En fait, à la base, on devait parler d'un autre, là, mais c'est pas grave, on trouvera d'ici là le Mais prochain. s'il y a je sais pas si tu as l'Elight, le 3e, donc moi je sais pas si tu l'as Il trouvé faudrait, le 3e. faudrait le Mais chercher. Bon, ça va ouais, se trouver et tout. Parce que oui, il faudra qu'on en parle aussi. C'est obligatoire. Voir comment il a évolué cette trilogie, entre guillemets. ouais. L'une de ces nombreuses trilogies, parce que, enfin, trilogie ou duologie, enfin, voilà, mais certaines se suivant vraiment. Ouais. Comme on a fait pour Call Out Zero et pour Zebraman, évidemment. Ah, c'est cool. Zebraman, voilà. On attend le 3. Ça, ce serait incroyable. Mais bon, en tout cas, mon cher Romain, merci beaucoup pour cette discussion, Merci hein, à comme toi. d'habitude. Le journal de Mickey a encore une longue vie devant lui, Bah et oui. pour cause. Et vous retrouvez aussi Romain qui n'arrête jamais, hein, les 10 horror movies. Et notre projet GOC aussi. On va essayer Oui, de vous en proposer un là aussi, ce serait parce super. qu'on chevauche sur sur nos emplois du temps respectifs, c'est pas facile. Mais de toute façon, le cinéma est là et on sera parti depuis longtemps qu'il existera encore après Ah nous. bah, Voilà, c'est ça. et heureusement, heureusement. Ah bah oui, voilà. Il a existé avant nous, il existera après nous. Mais on vous attend en commentaire du coup sur ce Mickey et sur des éventuels parallèles thématiques que vous pouvez faire évidemment avec d'autres parce que on pourrait faire un dossier. Imaginez les gens qui font un mémoire sur Takashi Miike. Ah bah, il faut élaguer dans tous les sens avant. Parce que... Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de livre français sur Takashi Miike. Voilà. Je dis Non, ça, c'est je vrai, dis c'est rien. vrai. Ah, non, voilà. Il Mais me bon. semblait que Julien Cévéon avait écrit un petit truc, mais je dis peut-être une bêtise, mais qu'il avait écrit un Ah, petit opuscule dessus, je crois, mais à Ah, il faut vérifier. vérifier du coup. Ouais. Faudra vérifier. Mais ça, c'est intéressant. On sait que Az l'épouvantail a fait une interview récemment Oui. sur sa chaîne YouTube, par exemple. En tout cas, à vous la parole. Il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Ciao.